Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez Even Park Automobile qui me fait le plaisir de nous accueillir pour servir de décor à mes futures vidéos automobiles. Et puisque vous avez vu la miniature du jour, vous savez déjà de quoi on va parler, alors on ne perd pas plus de temps et on se retrouve à l'intérieur. Alors vous vous en doutez, si je me retrouve ici aujourd'hui, à côté de cette voiture, c'est justement parce qu'on va parler de McLaren. Bon, on n'est pas là pour en faire un essai, même si j'avoue que j'en prendrais bien les clés pour aller faire un petit tour, mais ça va en tout cas faire un joli décor pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et on va parler de certaines des McLaren les plus exclusives jamais construites. Allez, c'est parti! Si aujourd'hui tout le monde connaît la McLaren F1, peu de gens savent encore que c'est en fait Bruce McLaren, le fondateur de la marque, qui avait déjà tenté de développer une supercar pour la route dans les années 60. En s'inspirant de sa M6, qui avait déjà remporté la Can-Am en 1967, 68 et 69, il va vouloir développer une véritable GT, histoire d'aller jouer dans le même bac à sable que Porsche ou Ferrari. En effet, à cette époque, Bruce McLaren, qui avait déjà remporté les 24 heures du Mans au volant d'une GT40, voulait utiliser sa M6 pour s'attaquer aux courses d'endurance et gagner avec ses propres voitures. Mais en 1969, une nouvelle réglementation oblige les constructeurs de GT à construire au moins 50 exemplaires de leur bolide pour homologation. Alors McLaren s'est dit que, quitte à devoir en construire 50, pourquoi pas en faire carrément une routière. Reprenant ainsi le châssis alu de la M6B de course, elle va recevoir le V8 5,7 litres de 375 chevaux et une coque en polyester un peu plus civilisée que la version course. Un premier prototype va être construit ensuite dans les ateliers de McLaren et cette première voiture deviendra même la voiture personnelle de Bruce McLaren. Deux autres exemplaires vont suivre, fabriqués, elles, chez Trojan, son partenaire industriel, qui fabriquait déjà les M6B de compétition. Malheureusement, l'aventure M6 GT va tourner court, non pas par manque de moyens ou de clients, mais à cause de la mort de Bruce McLaren le 2 juin 1970, qui se tuait alors sur le circuit de Goodwood au volant de sa M8D. Pourtant, si cette M6 GT n'a jamais connu la production, je suis sûr que les gens de ma génération ont comme une sensation de déjà-vu, et c'est bien normal. C'est que comme moi, vous avez regardé la série Le Juge et le Pilote, où on peut voir la fameuse Coyote X, qui n'est en fait rien d'autre qu'un kit-car Manta Montage, dont les lignes sont inspirées de la M6 GT. À la fin des années 70, Ford a sûrement produit la Mustang la plus détestée de tous les temps, celle qu'on appellera la Fox Body. You're about to see a whole new breed of Mustang. Presenting the all-new 79 Mustang. C'est vrai qu'esthétiquement, elle ne fait pas rêver, mais rajoutez à ça de nouvelles normes anti-pollution qui étouffent le V8, et vous vous retrouvez en plus avec un moteur complètement neurasthénique d'à peine 140 chevaux. Cherchant de nouvelles solutions, Ford va développer un 4 cylindres 2 litres 3 turbo de 131 chevaux, mais alors que la cylindrée du V8 a été encore rabaissée à 4 litres 2 et que sa puissance a encore chuté, pour la première fois, une Mustang à 4 cylindres était devenue plus puissante que sa version V8. Alors pour redonner un peu de peps à sa Mustang, la division des véhicules spéciaux de Ford va donc se tourner vers McLaren pour le projet Mustang M81. Alors pourquoi Mustang, vous allez me dire? On va faire un petit peu d'histoire. Dans les années 60, Bruce McLaren, déjà connu en Europe pour son écurie de Formule 1, est venu aux États-Unis pour mater les Américains sur leur sol. Là-bas, l'impact des moteurs McLaren sur la scène des courses nord-américaines a été immense, et en 1969, Bruce McLaren fonde sa propre usine de moteurs, la McLaren Engines. L'entreprise a construit des moteurs pour les voitures Can-Am, pour les IndyCar et pour d'innombrables autres équipes de course.
C'est comme ça que McLaren a remporté 5 championnats Can-Am consécutifs et 3 fois les 500 miles d'Indianapolis avec ses propres voitures orange papaye. Et pour la petite anecdote, ils avaient choisi cette couleur pour se démarquer du vert anglais de course des autres écuries anglaises, et aussi parce que le orange ressortait mieux sur les écrans TV en noir et blanc de l'époque et permettait de mieux distinguer les McLaren des autres voitures concurrentes. Bref, McLaren était tout indiqué pour booster le 4 cylindres poussif de la nouvelle Mustang. Les ingénieurs de la division spéciale de Ford vont s'occuper de l'emballage en ajoutant à la Placid Fox Body d'énormes élargisseurs d'ailes pour accueillir les jantes BBS de 15 pouces et des pneus en 255-55 et un capot entièrement retravaillé, tout ça bien sûr aux couleurs orange papaye de la McLaren. Sous la robe du monstre, on retrouve des disques de frein surdimensionnés refroidis grâce à de nouvelles écopes d'air et pour plus de rigidité, ils ont rajouté des barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière, des amortisseurs réglables avec des ressorts plus durs et un demi-arceau de sécurité boulonné au châssis à la place de la banquette arrière. Enfin, à l'intérieur de la voiture, les sièges baquets avant d'origine ont été retirés et remplacés par des sièges Recaro, et un volant Racemark et des instruments de mesure Stewart Warner ont été rajoutés. Mais maintenant que la voiture avait enfin l'air bien badass, c'était au tour de sorcier McLaren de faire jouer sa magie. La culasse du 2,3 litres va donc être entièrement ébavurée et polie, puis redessinée, et on va lui coller un nouveau turbo variable et réglable depuis l'intérieur de la voiture. Après avoir subi un tel sort, le moteur développe maintenant 175 chevaux, avec la pression de turbo la plus basse, mais il paraît qu'elle peut encaisser bien plus. Et malgré tout, ça n'en fait toujours pas un cheval de course, puisqu'elle met encore 10 secondes pour faire un 0 à 100. C'est pas avec ça que vous allez casser des culs sur un 400 mètres départ arrêté. Si Ford prévoyait à l'origine d'en construire 250, finalement, ils n'en sortiront qu'une dizaine de leurs ateliers, y compris le prototype. Le problème le plus important de la voiture, en plus de sa gueule pas terrible et de son moteur pas si performant que ça, c'était peut-être son coût. Toutes ces modifications n'étaient pas bon marché et le prix de vente de 25 000 $ US en 1980, l'équivalent de presque 100 000 $ actuels, était plus que dissuasif. En comparaison, à cette époque, pour 10 000 $ de plus, vous pouviez acheter une Ferrari 308 GTS de 240 chevaux, donc bien plus performante et avec surtout beaucoup plus de classe. Finalement, en 1984, Ford sortira la Mustang SVO qui reprendra le 2,3 litres turbo de 175 chevaux, mais dans une finition beaucoup plus sage et surtout beaucoup moins chère, et qui se vendra cette fois-ci à plus de 10 000 exemplaires. From Ford Special Vehicle Operations, the new Mustang SVO with a 175 horsepower turbocharged engine, Kone gas shocks, Goodyear NCT tires, 4-wheel disc brakes, 5 speeds, articulated driving seats. The new Mustang SVO, the machine, speaks for itself. Have you driven the best-built American cars? Have you driven a Ford lately? Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que McLaren a produit sûrement parmi les plus belles voitures du monde. La preuve, même la McLaren F1 est aujourd'hui loin d'être démodée, et chaque nouveau modèle est une véritable petite pépite que tout le monde rêve de croiser sur sa route un jour. Pourtant, dans toute famille, il y a souvent un vilain petit canard, et là, je crois que je l'ai trouvé, c'est la McLaren X1, présentée au Festival d'élégance de Pebble Beach en 2012. Basé sur la MP4 12C, avec son V8 de 625 chevaux, le directeur des opérations spéciales de McLaren de l'époque, Paul McKenzie, a déclaré qu'il s'agissait d'un exercice de style dont la conception se voulait polarisante, mais brillamment et stupidement extravagante. Et je crois que ça résume parfaitement le propos. En effet, on aime ou on déteste, mais dans tous les cas, ça ne laisse pas indifférent. Il se serait en effet inspiré à la fois d'une Facel Vega de 61, d'une Chrysler Ghia de 53 et d'une Citroën SM. Et il y aurait aussi des touches d'architecture comme le musée Guggenheim, plus une horloge Art déco Jaeger-LeCoultre, une remorque Airstream, une aubergine, parce que pourquoi pas, et aussi Audrey Hepburn, parce que pourquoi pas non plus, et enfin un piano à queue pour le noir brillant. Bon, je vous laisse chercher sur quelle partie de la voiture on retrouve tous ces éléments, parce que moi je trouve que c'est plutôt un gros bordel fourre-tout qui met presque mal à l'aise. Alors comment on en est arrivé là ? En fait, le designer a voulu s'éloigner de toutes les contraintes aérodynamiques qui conduisent toujours les ingénieurs vers les mêmes solutions et font que toutes les voitures finissent par se ressembler un jour. En fait, la McLaren X1 est un contre-pied stylistique qui rappelle l'époque où on achetait un châssis et un moteur qu'on confiait ensuite à un carrossier qui pouvait alors laisser libre cours à son imagination. Parce qu'en fait, oui, cette voiture, c'est bien une commande d'un client qui a préféré rester discret, on peut le comprendre. Et si comme lui, vous avez 7 millions d'euros à dépenser dans une voiture sur mesure, n'hésitez pas à aller taper à la porte de la division des opérations spéciales de McLaren pour avoir droit vous aussi à un modèle unique. Bon, en attendant, moi, je continue à faire mes vidéos YouTube. Allez, pour finir, on va parler d'une voiture qui n'aurait jamais dû exister puisqu'elle sort tout droit d'un jeu vidéo.
En 2012, pour fêter les 15 ans du jeu Gran Turismo, le créateur du jeu, Kazunori Yamauchi, a lancé un défi aux plus grands designers automobiles du monde. Accepteriez-vous de concevoir pour nous votre version de Gran Turismo? Eh bien, on peut dire aujourd'hui que le défi a été largement relevé, puisque ce sont presque 40 modèles qui ont été développés spécifiquement pour le jeu, et forcément, eh bien, McLaren a fait partie du lot. Les ingénieurs et designers s'étaient amusés à concevoir la vision GT pour Gran Turismo. Sur le papier, eh bien, elle faisait plus de 1100 chevaux grâce à un V8 biturbo hybride avec un moteur électrique sur chaque roue avant et un cockpit monoplace généreusement vitré avec une position de conduite à l'horizontale comme dans une Formule 1. Mais McLaren s'est dit que puisqu'ils avaient mobilisé tout leur savoir-faire en matière de design, d'aérodynamique et de performance pure pour imaginer la McLaren Vision GT, eh bien, il était dommage de ne pas concrétiser le projet. Alors, ils ont tout simplement décidé de passer du virtuel à la réalité avec la Solus. Visuellement, la Solus reprend les lignes générales de la Vision GT avec son cockpit d'avion de chasse, ses arches de roue proéminentes, son énorme aileron et sa gueule béante. Par contre, pour la première fois, la McLaren se passe de son châssis coque carbone et repose sur un ensemble porteur moteur-boîte sur laquelle est directement montée la suspension arrière, ce qui permet de contenir le poids sous la tonne. Avec son V10 Atmo de 5,2 litres de 840 chevaux, capable de prendre 10 000 tours, et bien à l'aval, le 0 à 100 en 2 secondes 5 et vous catapulte à la vitesse de 320 km/h en à peine quelques secondes de plus. Alors malgré leurs 3 millions d'euros l'unité, les 25 modèles fabriqués ont tous été vendus en un claquement de doigts. Et bien sûr, votre seule chance d'en voir une un jour, ce ne sera jamais sur nos routes puisqu'elle n'est pas homologuée, mais sur les bords d'un circuit. Alors voilà, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui, et je vous épargne les projets de SUV de la marque qui suit le mouvement après Porsche, Lamborghini et Ferrari, en espérant bien que cette mode va finir par passer rapidement. En attendant, eh bien merci encore à Even Park Automobile de m'avoir accueilli dans ses murs. Si vous cherchez une voiture récente, origine France garantie et en parfait état, eh bien je vous mets le lien en description, je n'ai rien à y gagner. C'est une collaboration amicale qui me permet juste de vous offrir un nouveau décor. En attendant, eh bien n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce en l'air si celle-là vous a plu. Et on se retrouve bientôt ici pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!